Merci. Donc, la question, la fonction clé, c'est le deuxième thème de cette matinée. Alors, il se trouve que le sujet a été travaillé dans le même calendrier à peu près par la CPR et par l'Institut des actuaires. Donc, pour l'Institut des actuaires, il s'agissait de mettre à jour le document d'orientation fonction clé actuariat qui avait été émis il y a un peu plus de 4 ans, en juin 2018. On va passer à la diapositive suivante qui présente le contexte et les objectifs de la révision. C'est uniquement un travail de mise à jour. L'objectif de ce document, c'est d'aider la fonction clé, ce n'est pas de l'assommer, donc il ne s'agit pas de l'enrichir pour l'enrichir. C'est également un document d'orientation, pas une norme de pratique actuarielle. Donc, nous sommes restés sur le registre de la suggestion et pas d'injonction. Il y a déjà énormément de choses qui sont proposées dans ce document. Et les questions en fait qui ont guidé nos travaux, deux principales questions ont guidé nos travaux. Quelle est la gouvernance mise en place par les entreprises d'assurance depuis la création de cette fonction clé avec l'arrivée de Solvabilité 2? Et la deuxième question, c'est comment, à son niveau, la fonction clé actuarielle peut prendre en compte, peut s'acquitter des obligations relatives à la durabilité qui pèsent désormais de façon très générale sur les entreprises d'assurance. Sur la partie du provisionnement, nous invitons les entreprises à réfléchir au terme coordonné, puisque la réglementation demande aux entreprises, à la fonction actuarielle, de coordonner le calcul des provisions techniques. Pour nous, c'est un mot important, c'est-à-dire pour ça qu'on a fait une belle coquille sur la présentation. Mais c'est un mot important parce que ça ouvre en fait à beaucoup de types d'organisation de la fonction clé, voire sans exclure peut-être même des organisations hiérarchiques de cette fonction clé dans son rôle sur les comptes. L'autre point, donc parmi les autres points, il y a évidemment les nouvelles missions, des missions réglementaires comme la validation des provisions sociales des FRPS, mais aussi des missions connexes, comme éventuellement la validation des provisions sociales elles-mêmes, mais également l'intervention de la fonction clé sur le bilan IFRS 17. Là encore, aucune injonction de la part du document, mais un solide appel au bon sens parce que les synergies sont évidentes entre les diligences que la fonction actuarielle réalise sur le bilan prudentiel et ce qu'on peut attendre d'elle sur IFRS, ce qu'on peut attendre de l'entreprise d'assurance sur IFRS 17. Sur la qualité des données, nous avons essayé de mettre en perspective le fait que dans ce domaine qui est très technique et où il y a beaucoup de choses attendues de la fonction clé, ça nous paraissait vraiment typique d'une question d'organisation où la fonction clé doit vraiment, pour réussir sa mission, s'appuyer de manière efficace sur le dispositif en place, dispositif de contrôle en place. Et enfin, deux autres thèmes, la marge pour risque, donc qui est parfois un peu mise de côté, mais qui est un point important qui rentre complètement dans l'émission de la fonction actuarielle et qui doit qui pose aussi des sujets de périmètre, puisque s'intéresser à la marge pour risque, c'est s'intéresser au SCR. Et donc, on se rapproche d'un domaine qui échoine naturellement à la fonction clé gestion des risques. Et enfin, alors concernant la durabilité que nous attendions, nous devons reconnaître que pour la partie provisionnement, nous n'avons trouvé aucun angle d'approche vraiment convaincant sur cette partie-là pour la mise en œuvre des sujets de durabilité. On a des passifs en IRD qui s'écoulent quand même relativement vite par rapport à un risque prospectif comme le risque de durabilité. Et côté actif, vous nous pardonnerez le mauvais jeu de mots sur la risque neutralité, mais le cadre prudentiel en valeur de marché ne nous paraît pas autorisé à ouvrir la boîte de Pandore d'une révision des valorisations des actifs. Mais bon, les travaux sur la partie souscription et réassurance ont été plus heureux de ce côté-là et je passe immédiatement la parole à Céline. Merci Valérie. Alors, sur les parties souscription et réassurance, alors sur la première partie, la partie souscription, donc comme l'indiquait Valérie,
Dans les suggestions de travaux complémentaires à mener, donc en lien avec l'intégration du complément au règlement délégué sur le risque de durabilité, une partie a été intégrée dans le document d'orientation, avec effectivement l'idée de préconiser d'élargir les études de la fonction clé actuarielle sur un horizon temporel un peu plus long, et donc en étroite collaboration avec les travaux de la fonction clé gestion des risques, qui est déjà sur une approche peut-être davantage prospective, avec donc l'objectif d'anticiper au mieux les impacts du risque climatique sur l'évolution de la composition du portefeuille, l'évolution de l'impact sur la souscription des nouveaux risques en matière de sélection, limite de garantie, voilà, dans une approche du coup prospective, court, moyen et long terme. Le deuxième point qui a été complété aussi dans le cadre du document d'orientation, c'est la suggestion d'approfondir, toujours dans la continuité du sujet du risque climatique, d'approfondir la compréhension et la maîtrise des modèles catastrophes qui intègrent le risque climatique pour mieux maîtriser donc les impacts en matière de souscription. Ça fait le lien aussi avec la troisième partie, la réassurance. Ce sont des travaux qui sont également utiles dans le cadre de l'analyse de l'efficacité des programmes de réassurance qui est attendue par la fonction clé actuarielle. Plus spécifiquement sur la partie réassurance, deux principaux ajouts par rapport au document d'orientation de 2018. Le premier, c'est d'introduire une proposition, une suggestion de cycle, de calendrier d'intervention de la fonction clé sur la partie réassurance pour qu'elle puisse intervenir en amont et au bon moment des décisions prises en matière de placement ou d'évolution des structures des programmes de réassurance. Et un autre point un peu plus spécifique, il a été introduit aussi des suggestions d'approche méthodologique pour permettre à la fonction actuarielle d'émettre son avis sur l'adéquation des montants recouvrables, éléments qui n'étaient pas abordés, pas traités dans le cadre du document d'orientation de 2018. Voilà dans les grandes lignes les éléments de suggestion qui ont été intégrés. Merci Céline, Valérie. Bonjour à tous et à toutes. On va, dans cette partie, vous parler d'un sondage qu'on a souhaité lancer dans le cadre du GT sur la fonction actuarielle pour alimenter et enrichir nos discussions, collecter les bonnes pratiques et les problématiques rencontrées par les fonctions actuarielles. Et puis, c'était l'occasion aussi d'intégrer les nouvelles fonctions ou activités que la fonction actuarielle pouvait aborder, notamment IFRS 17, FRPS, la durabilité et les sujets inflationnistes du moment. Vous voyez, donc, on a eu 21 organismes d'assurance qui ont répondu au questionnaire, un panel assez varié, tant sur sa forme juridique, donc mutuelle, institution de prévoyance, SA, banque assureur, la taille, l'activité vie-non-vie composite. Donc, on va dire une vision plutôt large de la situation. Et vous avez le plan du sondage qui est indiqué sur la droite. Donc, on a voulu couvrir un certain nombre de sujets. Donc, il y avait beaucoup de questions. Donc, on remercie ceux qui ont répondu au sondage. Donc, des informations générales sur les désignations, le niveau de maturité du dispositif. Alors, c'est une évaluation du responsable, une auto-évaluation. Rapport de la fonction actuarielle, l'organisation, les problématiques de conflit d'intérêt et d'indépendance, le rapport à la gestion des risques qui est peu précisé dans les textes, la qualité des données, les provisions techniques, les problématiques autour des groupes, et puis les différents sujets que je viens d'évoquer, les nouveaux sujets sur lesquels on s'intéressait sur les pratiques et les bonnes pratiques de place. Je propose qu'on passe à la page suivante. Alors, on ne va pas vous présenter l'ensemble des constats du sondage, puisque ça serait un peu trop long, mais on fera une session à part où on vous présentera les réponses à toutes les questions. Mais on a identifié quelques messages issus du sondage. Le premier qu'on voulait évoquer, c'est une problématique de rattachement hiérarchique. On constate que ce rattachement varie selon les entreprises, donc il n'y a pas de modèle générique.
Il y a néanmoins deux modèles favorisés, hein, si on regarde les proportions. C'est un rattachement au directeur général ou au directeur financier, donc, qui sont les deux modèles les plus retenus dans le cadre du sondage. On a constaté qu'aucun des répondants ne cumulait de fonctions clés, attendu, mais c'est une confirmation. La fonction actuarielle, elle est exercée, quand on parle au niveau d'un groupe, plutôt en grande majorité au niveau de l'entité opérationnelle. Et on a quelques cas où c'est délégué à une équipe centrale. Des effectifs généralement resserrés. Hein, on n'est pas sur des équipes très, très larges, mais plutôt plus expérimentées. Néanmoins, ça peut varier en fonction des groupes et suivant justement le mode opérationnel de délégation aux entités ou au niveau du groupe. Pour 2/3 des répondants soumis à IFRS 17, alors là, je vais mettre une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus un nombre important on n'a que 6 répondants qui font IFRS 17, donc les statistiques restent à prendre avec un peu de recul. Le rôle de la fonction actuarielle, donc il inclut certains volets autour des provisions techniques IFRS 17, donc il y a bien eu une extension pour certains répondants. Il couvre généralement des sujets autour de la qualité des données et les BE, mais rarement l'ensemble des composantes du passif, notamment la CSM, qui est très rarement inclus dans leur périmètre. Sur le sujet de l'inflation forte, on note qu'environ 60% des répondants ont prévu de compléter leurs travaux sur l'impact de l'inflation, notamment sur la souscription et sur des sensibilités à l'inflation sur les indicateurs de rentabilité ou la tarification. Je propose de passer ensuite à la seconde page, qui est un autre exemple de ce qu'on pourra présenter dans la session plus détaillée. C'est sur l'auto-évaluation du niveau de maturité du dispositif. Alors, je suis désolé, les graphiques sont un peu petits, mais vous pourrez voir ça dans le support quand vous l'aurez. Le premier graphique parle de la maturité du dispositif, donc intégration notamment dans la gouvernance générale, et on note une très forte intégration dans la gouvernance générale. C'est le premier élément à gauche du premier graphique. Et si je vais directement à l'opposé, donc sur un sujet de durabilité, logiquement, nouveau sujet, c'est un sujet qui est plutôt en phase on va dire de construction, et donc la plupart des acteurs disent qu'ils réfléchissent à intégrer des activités sur la durabilité et notamment des sujets autour de la contribution à l'ANSES climatique ou au suivi des entreprises, enfin des secteurs des entreprises souscrites. Quelques évolutions identifiées sur les moyens et la gestion des questions d'indépendance. Des sujets naturels sur les sujets d'indépendance, puisqu'il n'y a pas de positionnement parfait. Suivant le positionnement, il y a toujours des questions d'indépendance. Et donc, le dispositif est là pour revenir identifier ces points. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et donc, mettre en place des actions pour les couvrir. Si on passe au graphique du dessous, qui est la maturité du rapport lui-même, de la fonction actuarielle, on constate que les provisions techniques et la réassurance sont les deux sections les plus matures. C'était déjà le cas, on avait fait un sondage il y a 4 ou 5 ans, au début, dans le cadre du précédent GT, sur la fonction actuarielle, et les provisions techniques étaient bien évidemment le sujet le plus mature à l'époque, et ça se confirme. On note qu'il y a pour un certain nombre de répondants, des progressions identifiées sur le sujet de la qualité des données et de la souscription, et donc des travaux qui sont prévus sur le sujet. Et sur la gestion des risques aussi, on note un certain nombre d'évolutions prévues qui sont assez logiques car c'est peu précisé dans la réglementation, et donc ce qu'on indiquera dans la présentation détaillée, c'est qu'il y a un panel assez large d'activités couvertes dans ce domaine. Voilà. Donc, on vous invite à venir assister à la prochaine présentation sur le sondage. On aura un peu plus de temps. Et je vous remercie. Bonjour à tous. Merci Institut pour cette présentation. Côté ACPR, nous allons apporter quelques compléments. Nous allons aussi partager avec vous notre retour d'expérience sur les points de vigilance et les
pistes de réflexion qui sont les nôtres sur l'exercice de la fonction actuarielle. Notre présentation comporte deux parties. D'abord, nous allons évoquer le processus de nomination du titulaire de la fonction actuarielle. Et ensuite, nous allons parler du rôle de la fonction actuarielle. Donc, quelques éléments de contexte, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Dans notre présentation, voilà, on s'est inspiré largement d'une notice qui vient tout juste d'être publiée sur le site internet de l'ACPR. Et cette notice présente la position de l'ACPR sur la gouvernance, en particulier sur la question des régents effectifs et des fonctions clés. Donc pour du détail et puis pour tout ce qui ressort à des cas particuliers, nous vous invitons à prendre connaissance de cette situation. Tout d'abord, la nomination de la fonction actuarielle. Donc là, je vais aller très vite sur Parle plus fort. Donc, toute nomination, tout renouvellement doivent être notifiés rapidement dans les 15 jours suivant la nomination. Il doit y avoir notification à la CPR. Et de même, dès qu'un dirigeant, qu'un responsable de fonction clé cesse ses fonctions, il faut nous en informer. Là aussi, rapidement, la CPR évalue un certain nombre de critères. Et c'est que les critères d'honorabilité, compétences et d'expérience doivent être respectés en permanence. Je passe au slide suivant. On va aller très vite sur le départ. Pour l'honorabilité, comme vous le savez sûrement, le collège de supervision de la CPR peut s'opposer à la nomination d'une personne, même en absence de condamnation, de procédure pénale, d'interdiction professionnelle, lorsque des éléments matériellement établis sont de nature à démontrer que l'intéressé ne remplit pas la condition d'honorabilité requise. Donc là, le point d'attention, c'est qu'il ressort en premier lieu de la responsabilité des organismes de s'assurer que les personnes qui sont nommées disposent de la compétence et de l'expérience attendues pour exercer les fonctions de dirigeant ou de responsable de fonction. Donc là, c'est pour aussi vous rappeler que lorsqu'on regarde une nomination, on fait notre évaluation à partir d'un dossier. Donc il est vraiment important qu'il y ait des éléments justificatifs qui explicitent clairement en quoi la personne dispose de l'expérience et des compétences nécessaires. Il y a un exemple un peu caricatural. Et évidemment, si dans un CV, on ne voit aucune formation BAS2 ou aucune expérience équivalente, nous allons nous interroger sur la compétence de la personne. Donc là, on vous fait un retour qui va au-delà de ce qu'il y a dans les textes. C'est vraiment on applique au quotidien. Il y a des critères sur les responsables de fonctions clés qui sont communs. D'abord, la fonction clé doit disposer de compétences dans le domaine de l'assurance et dans la fonction qu'elle exerce. Ensuite, il y a aussi des attendus par rapport à des soft skills. Donc la personne doit disposer d'une certaine autorité, de capacité d'organisation, de communication. Elle doit être capable de communiquer des messages techniques au sein de l'entreprise, auprès des dirigeants et du conseil. Donc, il y a un travail de pédagogie qui est attendu. C'est aussi une personne qui a des dispositions en termes de management d'équipe et d'organisation des travaux. Et ceci est vrai même si la fonction clé est externalisée, comme elle reste responsable, elle doit être en mesure de coordonner, superviser et de rendre compte des travaux réalisés par le prestataire. Il y a donc des critères qui sont spécifiques à la fonction actuarielle. D'une manière générale, on va attendre que la personne qui est titulaire de la fonction actuarielle dispose d'une formation, d'une connaissance et la pratique de statistiques, de mathématiques, et qu'elle a aussi une expérience pertinente au regard de la fonction clé
qu'elle exerce. Néanmoins, donc la fonction clé actuarielle n'est pas nécessairement un actuaire diplômé. Alors dans les faits, lorsque cette fonction actuarielle est exercée dans un organisme de taille importante ou dont l'activité est complexe, on va attendre qu'elle soit diplômée, une école d'actuariat, et qu'elle dispose d'une expérience significative sur les postes d'actuaire, d'ordre de 10 ans au minimum. Mais voilà, c'est au cas par cas, pour des cas plus simples. Voilà, on pourra considérer qu'une formation un peu différente, ou qu'une expérience un peu différente, soit suffisante. Je passe la parole à Guy. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà tous très bien? Je pense que oui. Donc, écoutez, je vais dérouler sur la présentation. Merci à Hélène. Donc, Guillaume Bellidelli, contrôleur des assurances et des mutuelles au sein de la CPR depuis maintenant 4 ans. Donc, sur le positionnement et les moyens, donc l'évaluation des moyens alloués, il faut retenir en fait 3 choses. La première, c'est que afin que la fonction clé actuarielle exerce sa fonction en toute indépendance opérationnelle, donc de manière organique vis-à-vis des instances de gouvernance donc du groupe ou de l'entité solo, il lui faut donc des effectifs et des moyens, donc en lien avec son travail. Troisième chose qu'il faut retenir, donc, il lui faut également disposer de pouvoirs pour informer en cas d'événement de nature à le justifier le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est qu'il faut un dialogue, une sorte de balancement entre la fonction clé actuarielle et la direction générale. Alors, j'annonce le passage des slides à chaque fois parce que je ne peux pas le faire moi-même. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, concernant l'évaluation des moyens alloués. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur la... Alors, attendez, je crois que vous êtes allé un peu trop vite. Voilà. Autant pour moi. Donc, c'est moi qui avais un slide de retard. Donc, vous pouvez passer à la suivante pour la personne qui s'en occupe. Donc, sur la situation de référence qui est prévue en termes de rattachement. Donc, le cas général, vous le connaissez toutes et tous. Donc, c'est une séparation entre la fonction clé avec les autres fonctions, d'une part. D'autre part, donc, concernant les entités solo. Donc, vous avez les 4 fonctions clés distinctes qui sont rattachées à l'un des dirigeants effectifs et occupant leur fonction à titre exclusif d'une autre fonction clé. Enfin, pour les groupes, donc c'est le même système donc, de distinction entre les 4 fonctions clés et la distinction de ceux du groupe vis-à-vis de chacune des entités qui composent le groupe doit rester la règle. Donc la distinction de la fonction clé du dit groupe vis-à-vis de la fonction clé des entités solo. Ensuite, donc, sur le fait que nous nous assurons, donc la CPR, que les responsables de fonctions clés, donc la fonction clé actuarielle, y compris, sont qualifiés de fonctions importantes et critiques, et par voie de conséquence, elles doivent disposer d'un positionnement hiérarchique adapté afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec objectivité, impartialité et indépendance, ce qui induit donc un accès à toutes les informations nécessaires. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, sur les exceptions admises en termes de rattachement. Donc, nous en avons bien évidemment compte tenu de la taille des organismes. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'appréciation de la proportionnalité. Donc, dans certains cas, on peut trouver un système où on s'éloigne avec le schéma mis en place par l'organisme de ce que je vous ai dit précédemment. La CPR, en fait, vérifie au cas par cas l'ensemble des conditions d'application de ce principe de proportionnalité, donc qui est borné, comme vous le savez, et tient compte aussi des particularités et de l'activité des dits organismes. Ce qu'il faut néanmoins bien retenir, c'est que certes, il y a une forme de souplesse vis-à-vis de la taille de l'entité, mais on continue en fait d'attacher une importance fondamentale au risque d'indisponibilité de la dite fonction clé. On va y revenir. Donc, concernant les points d'attention qu'il vous faut retenir de cette présentation succincte. Donc, d'une part, première chose, on considère que la meilleure application des dispositions relatives aux responsables des fonctions clés est qu'il n'y a
n'y ait pas de niveau hiérarchique intermédiaire entre la direction effective et les responsables désignés. Donc, je ne développe pas, mais je pense que vous avez compris le message. Deuxième chose, pour cette même raison, un organisme ne doit pas subordonner un responsable de fonction clé à un autre. Les 4 fonctions clés sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de hiérarchie entre les 10 fonctions clés, encore moins pour la fonction clé actuarielle. Et enfin, dernière chose, au sein d'un groupe, pour des fonctions clés d'un organisme qui serait salarié d'autres organismes au sein du même groupe, un lien adéquat, et là on a insisté sur le notamment contractuel, donc il faut un lien contractuel, qui doit exister pour formaliser en fait cette autorité, et donc qui confirme sans ambiguïté le pouvoir de décision en dernier ressort du dirigeant sur toute question affectant la personne morale dont il est responsable. Sur la diapositive suivante, donc concernant le cas particulier de l'externalisation des fonctions clés au sein d'un groupe prudentiel et de ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la fonction clé actuarielle. Donc la réglementation ici est très claire puisqu'elle prévoit que la fonction clé d'un organisme solo peut être désignée au sein d'une autre entité d'un même groupe. Donc cette disposition permet la mutualisation des fonctions clés au sein des 10 groupes. C'est des choses que vous connaissez toutes et tous, notamment M. Jost, au sein de son groupe également. Donc sur le cumul de la responsabilité d'une même fonction clé pour le compte de plusieurs organismes. C'est bien évidemment envisageable, comme je vous le disais, ça permet en fait une forme de cohésion et certains bénéfices en termes de mutualisation. Néanmoins, il y a plusieurs conditions, 3, que nous retenons en fait dans ce type de dispositif. Donc, 1, ces personnes disposent d'une équipe composée de relais suffisants dans les organismes d'assurance et des moyens adéquats pour assurer leur mission. 2, cette situation n'est pas de nature à réduire de manière excessive l'attention portée à un organisme de plus petite taille, dont l'activité et les risques seraient spécifiques. Et 3, ces personnes exercent leurs fonctions avec la disponibilité nécessaire, toujours un élément fondamental pour nous et la réglementation. Sur la diapositive suivante. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que souvent, en fait, dans le cas d'externalisation de fonctions clés, vous avez la mise en place en fait, d'associations de moyens ou de groupements d'intérêt économique, GIE, qui sont des pratiques assez répandues dans la place. Donc, dans le cas d'un groupe dont les organismes n'ont pas de personnel en propre, mais fonctionnent via un GIE, l'association de moyens ou l'union technique, ces structures doivent être contrôlées par le groupe. Elles doivent être contrôlées par le groupe de façon à respecter l'obligation d'appartenance des fonctions clés aux 10 groupes. Troisième chose, bien que ne reflétant pas à la lettre l'obligation d'appartenance des fonctions clés à l'organisme ou au groupe, cette organisation n'appelle pas de commentaires quand la structure employeuse ne travaille que pour un seul organisme. Donc il faut vraiment en fait que le GIE, l'association de groupe, soit rattaché aux 10 groupes pour que ça fonctionne. Et enfin, dernière chose, mais ça, vous en êtes toutes et tous conscients, la question des conflits d'intérêts à bien évaluer préalablement. Diapositive suivante. Donc là, on passe un peu plus sur le rôle de la fonction actuarielle, donc avec des thématiques générales d'intervention. Je vous ai remis en fait dans la diapositive la définition canonique en fait de ce que doit faire la fonction clé, à savoir exercer un point de vue indépendant sur l'ensemble des domaines techniques propres au profil de risque de l'entreprise et s'assurer de la cohérence de l'ensemble des travaux quantitatifs de l'organisme. Donc on dénombre généralement 8 principales tâches donc pour une fonction clé actuarielle dans un groupe ou dans une solo. Je vous les ai écrites là, je ne vais pas revenir dessus puisque logiquement vous en êtes toutes et tous très conscients. Ce qu'il faut retenir avant que je passe à la diapositive suivante, c'est que la fonction clé doit être informée le plus en amont des actions entrant dans son champ de responsabilité. C'est fondamental en fait pour le bon exercice de son indépendance. Ensuite, sur la diapositive suivante, on voulait en fait se focaliser sur le rapport de la fonction clé actuarielle. Donc vous pouvez peut-être passer à la diapositive suivante, madame, monsieur. Ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, dans ma... Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, je suis bien sur la slide rapport de la fonction actuarielle. Ah, ok. Ah oui, alors, oui, ok. Donc c'est moi qui a un retard en fait dans les diapositives. Je vous prie de m'excuser.
Donc, sur le rapport de la fonction actuarielle, comme en fait, c'est quelque chose que vous produisez toutes et tous, on tenait à y apporter quelques éléments un peu complémentaires pour votre bonne connaissance de la manière dont on le contrôle. Donc, sur le rapport, il doit être produit annuellement, première chose. Il doit documenter l'ensemble des missions de la fonction actuarielle, leur état de réalisation, leurs résultats, leurs lacunes et les recommandations pour y remédier. C'est un constat, mais ce sont aussi des recommandations. Le format du rapport est laissé à la main en fait des organismes et les rapports peuvent suivre deux formes généralement, une rédaction entière par la fonction actuarielle ou une synthèse des travaux réalisés par les différents services coordonnés par le titulaire de la fonction actuarielle. Ensuite, dernière chose, le rapport peut aussi intégrer, et ça c'est très important parce que nous ne le voyons pas systématiquement dans l'ensemble des organismes, une analyse de la fiabilité, de l'adéquation du calcul des provisions techniques ainsi que des sources et du degré d'incertitude liés à cette estimation. Et deuxième chose, une étude de sensibilité des provisions techniques à chacun des grands risques sous-tendant les engagements couverts. Donc, sur les avis attendus de la fonction actuarielle sur les politiques de souscription et de réassurance, elles sont souvent intégrées dans le rapport d'activité. Et elles doivent l'être de manière accessible et repérable dans le document. Les avis se réfèrent en grande partie à des travaux relatifs aux points que j'énonçais précédemment, et ils doivent être présentés dans des délais compatibles avec les prises de décision. Ensuite, j'accélère, donc sur la fonction actuarielle, elle doit donner un avis sur les changements également, intervenant dans les modalités de calcul des provisions techniques prudentielles. Et lorsque les travaux de la fonction actuarielle sont présentés à des sous-comités, ad hoc émanant du conseil d'administration, la synthèse remontée à la formation plénière ne doit pas édulcorer le message de la fonction actuarielle. Ça doit être un transfert complet. Je laisse désormais la parole à Hélène pour terminer notre présentation et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Dans la pratique, la fonction actuarielle est amenée à intervenir sur des périmètres connexes à celui défini par la réglementation sur la LPD2. Donc, nous allons couvrir trois de ces thèmes. Donc, le premier périmètre, c'est le social, les provisions techniques sociales. Dans les faits, la fonction actuarielle est souvent impliquée dans le contrôle des provisions techniques sociales. Le point d'attention, c'est que cette activité doit figurer dans la fiche de poste de la fonction actuarielle. C'est quelque chose qui doit être transparent pour la CPR. L'organisme doit mettre en place des dispositifs pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts générés par cette situation. Par exemple, impact sur la disponibilité de la fonction actuarielle ou éventuellement son implication opérationnelle sur des processus sur lesquels elle est censée effectuer un second regard. Donc, le deuxième thème, c'est la fonction actuarielle et l'IFRS 17. Donc là, on est sur un sujet très nouveau, donc on est juste en train de partager des éléments de réflexion a priori. Et aussi, comme vous le savez, peu d'acteurs sont concernés en France par l'IFRS 17. Donc, a priori, pour nous, l'IFRS 17, c'est une opportunité pour la fonction actuarielle. Elle va pouvoir bénéficier d'angles d'analyse supplémentaires pour effectuer son métier de fonction actuarielle, que ce soit sur l'analyse des provisions techniques ou l'analyse de la profitabilité des portefeuilles d'assurance. Par ailleurs, donc les processus de production en S2 et l'IFRS 17 sont souvent assez proches. Donc pour la fonction actuarielle, ça va être une opportunité de bénéficier d'éléments supplémentaires donc en termes de documentation, de contrôle financier renforcé. Et donc, ça lui permettra d'approfondir tout le travail qu'elle doit effectuer sur l'analyse de la qualité des données et la vérification de la suffisance des systèmes d'information. Donc, sur slide suivant, s'il vous plaît. Par rapport au reporting à la CPR sur les questions IFRS 17, donc, on vous rappelle que dans le SFCR, doivent figurer des explications sur les différences importantes qui existent entre les états financiers et les états prudentiels s'agissant de la valorisation des engagements.
Donc là, évidemment, on va attendre des explications qualitatives, quantitatives, lorsque les bases diffèrent, lorsque les méthodes et les hypothèses utilisées dans les calculs sont différentes. Et par ailleurs, dans le futur, l'ACPR pourra éventuellement préciser des attendus supplémentaires, comme l'ont fait d'autres autorités de contrôle. On a mis l'exemple de l'autorité de contrôle néerlandaise qui demande un tableau particulier. Donc pour terminer cette présentation, donc la fonction actuarielle et les risques climatiques. Donc là aussi, l'introduction dans les textes elle est très récente, elle date de 2021. D'ores et déjà, les différentes fonctions clés vont devoir considérer ce risque climatique dans la conduite de leurs travaux. Donc, la fonction risque est très concernée, mais la fonction clé actuariale est concernée aussi. Donc, nous attendons maintenant que la fonction clé actuariat travaille pour évaluer la manière dont les risques climatiques influent sur la valorisation des engagements, la politique de souscription et la tarification et la stratégie de réassurance. Et de même, elle va devoir veiller à la qualité des données qui sont collectées, qui sont associées à ces risques. Donc c'est un élément qui est très important, parce que c'est avec la qualité des données qui va aussi servir de support pour les analyses qui vont être conduites d'ores et déjà. Et si ces données sur le risque climatique sont sûrement familières des organismes de risque, c'est forcément moins le cas des organismes qui traitent l'assurance de personnes. Donc là aussi, pour terminer, je vous renvoie vers une autre publication de la CPR, qui a été publiée sur notre site il y a un an environ, et qui présente une synthèse des travaux qui ont été réalisés avec le concours de beaucoup d'entre vous il y a presque 2 ans. Et donc, l'objectif de cette publication, c'est de présenter les bonnes pratiques en termes de gouvernance des risques liés au changement climatique. Pour plus d'informations, vous avez fait. Merci beaucoup pour votre attention.